Enregistrement. Alors voilà, ce matin, vous avez pu donc suivre sa partie sur les fruits à noyaux concernant les ravageurs et les maladies. Cet après-midi, on parle de variétés et porte-greffes. Donc, dans le cadre du projet BioFruitNet qui vise à disséminer assez largement les informations techniques sur les fruits à pépins, fruits à noyaux, arboriculture de manière générale. Et là, c'est donc François Varlop du GRAB d'Avignon qui va vous présenter cette partie cet après-midi. Donc, je le laisse se présenter plus en détail s'il le souhaite et un peu plus le projet BioFruitNet. Tu as le micro éteint, François. Commence bien. Bonjour à tous. François Warlop, effectivement, du GRAB sur Avignon. Donc, je vais vous parler cet après-midi de variétés et de porte-greffes pour les espèces à noyaux. Est-ce que mon diaporama est bien comme ça? C'est bien comme ça ou? Vous voyez là? Là, on voit ton mode présentation. Ouais. Alors, c'est où? Faudrait inverser les deux écrans, juste. C'est pas ça. Ouais, ça, je sais pas faire. Tu travailles en deux écrans, là, ou tu… Non. Euh, Je pensais pas que j'avais ce genre de présentation. Ah oui, c'est parce que c'est un truc automatique en mode présentateur. que Clémence peut-être avait mis. Où est-ce que c'est? Sous partager l'écran, tu peux regarder plusieurs options. Des fois, tu peux ouvrir le fichier PowerPoint lui-même ou alors partager ton écran. Désolé. Comme ça, c'est pas mal. Oui, on dirait qu'on voit tout, si jamais. C'est bon là? Il y a quelques bords qu'on verra pas, mais s'il n'y a pas de détails dans les bords, ça devrait… Ah, là, Ouais. ça a l'air bon. Ouais, Ok. on va y aller comme Bon, ça. désolé. Donc, effectivement, dernière session de ces cours en ligne organisés dans le cadre du projet BioFruitNet qui se termine en avril là, et qui visait effectivement à identifier à l'échelle européenne les principaux besoins en termes de recherche, en termes d'informations techniques pour nous aider aussi à orienter un peu les travaux de recherche et puis pour collecter à l'échelle européenne les informations techniques les plus intéressantes, les plus pertinentes qui peuvent exister dans certains pays et que d'autres pays d'Europe n'ont pas forcément. Donc, il y a eu un gros travail de mise dans un pot commun et puis qu'on a rediffusé sous forme de fiches techniques qu'on appelait des résumés pratiques, de vidéos, de podcasts. Et puis, ces cours en ligne sont un outil, par exemple, de cette diffusion. Donc, vous retrouverez toutes ces infos sur le site de BioFruitNet que je suis sûr vous avez déjà exploré en détail. Donc voilà, variété porte-greffe en fruits à noyaux. Donc, on va parler des principaux groupes d'espèces, hein, évidemment, cerises, abricots, prunes et pêches, essentiellement pour l'Europe globalement. Donc, c'est un diaporama comme indiqué sur la page de garde qui a été préparé par un collègue tchèque, Radek, donc avec un contexte qui est quand même différent du contexte français, on va dire, en termes de type de verger. Hein. Ils ont beaucoup plus de cerises et de prunes que d'abricots et de pêches. Ça a été complété aussi par Clémence Boutry et puis par moi-même avec des infos un peu plus locales, on va dire, sur ces différentes espèces. Donc, en termes de critères de sélection, quels sont les critères principaux qu'on va prendre en compte?
pour choisir ces variétés. Donc, des critères qui sont communs un peu en arboriculture, hein, évidemment, pour vendre les variétés, on va s'intéresser à avoir une qualité des fruits la meilleure possible, qualité organoleptique notamment. En bio, ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est bien sûr la sensibilité aux parasites et aux pathogènes, et on va en reparler régulièrement, et tout le choix se fait pour les producteurs bio souvent sur ce critère prioritaire. Bien sûr, la période de maturité pour organiser la valorisation, la mise sur le marché en fonction des autres activités sur l'exploitation. Et puis, variation aussi dans la production de fruits, c'est-à-dire la capacité des variétés à limiter l'alternance d'une année sur l'autre pour éviter des désorganisations du travail sur l'exploitation. Et puis, selon les espèces, donc des critères qui peuvent être intéressants, qui apparaissent, qui complètent le choix, donc autour de l'autofertilité de certaines, pour certaines espèces, des critères de vigueur en fonction du type de verger, du système de culture que vous allez prioriser, et puis des critères d'adaptation au climat pour notamment des risques de gel essentiellement, et puis selon le risque de pluviométrie aussi, il peut y avoir des critères de choix liés au risque de pluie pour par exemple l'éclatement sur la cerise. Toutes les variétés ne résistent pas de la même manière à l'éclatement qui est favorisé par des climats plus humides. Comment ça se passe? Tac. Donc, si on attaque sur cerise, donc le tableau que vous voyez est proposé donc par Radek, donc il y a une connaissance assez fine de la gamme de variétés de cerises pour l'Europe. Il y a néanmoins pas mal de variétés que vous voyez pour les régions du Nord ou les régions d'Europe de l'Est qu'on va rarement retrouver en France. Donc je vous renvoie plutôt à ce qui est aux colonnes de gauche pour l'assortiment variétal de cerises pour la France. Donc on retrouve l'incontournable Burlin, hein, qui est une variété précoce, parmi les plus précoces, ce qui permet accessoirement de passer en général avant les attaques de mouches de la cerise. À l'époque où on avait que la mouche de la cerise. Aujourd'hui, vous savez peut-être qu'il y a une drosophile qui est arrivée d'Asie depuis 10-15 ans en France, et donc qui peut s'attaquer plus tôt en saison. Mais voilà, selon les conditions climatiques des mois d'avril-mai, Burla peut passer aussi au travers. Donc c'est un bon candidat, Burla et Primula qui vient à peu près en même temps pour l'agriculture biologique. On trouve aussi des variétés comme Regina ou Duroni qui sont des variétés intéressantes pour l'agriculture biologique. Je vous renvoie également au résumé pratique. Alors c'est en anglais, mais je pense que c'est assez compréhensible, hein, que donc le FIBEL a fait ce travail pour Biofruitnet avec donc vous trouverez sur le site de Biofruitnet avec des tableaux qui présentent une sélection de variétés précoces, de saison ou de variétés tardives, avec quelques critères de sensibilité, de vigueur, de rendement, productivité, et puis de caractéristiques aromatiques ou de qualité organoleptique, et quelques autres informations. Donc, je vous renvoie aussi à ces informations-là. Donc là, on a les variétés précoces de saison et les variétés plus tardives. Et donc, c'est des variétés qu'on retrouve également régulièrement dans le verger français.
J'avais aussi donc en tête de vous proposer les fiches techniques de la station La Tapie, qui est une station spécialisée sur la cerise qui est dans le Vaucluse. Mais il se trouve que leur site internet était fermé depuis quelque temps, puisqu'ils vont un peu changer d'organisation. Mais voilà, il y avait des fiches techniques aussi sur le choix variétal cerise adapté au sud de la France. Donc, je pourrais éventuellement redemander cette documentation et la fournir après le cours. En Europe de l'Est, donc, il y a un marché assez important sur tout ce qui est cerises acides, hein, qui sont souvent transformées dans des produits alimentaires ou pour des alcools. Donc ça, c'est un marché un peu à part, hein. J'ai laissé la diapositive. On pourra en reparler s'il y a certains qui s'intéressent à ce type de marché, de niche ou pas, je sais pas. Mais voilà, c'est une production un peu plus importante en Europe de l'Est traditionnellement. De toute façon, le diaporama, vous l'aurez, et donc vous pourrez revenir sur ces éléments-là. En ce qui concerne la prune domestique, donc à distinguer de la prune américano-japonaise. Donc la prune domestique, c'est la prune de bouche, hein, qui est un peu traditionnelle, euh, un peu partout en Europe, qui est bien répartie. Donc là, on a aussi dans le tableau une proposition de variétés qui sont plutôt adaptées, enfin plutôt développées en Europe orientale, on va dire. Pour ce qui est de la France, donc j'ai cherché un peu des fiches ou des préconisations variétales en prune bio et bon, on est souvent en fait sur les variétés Reine Claude Vrai, Reine Claude Bavet, Quetch, Opale éventuellement qui est régulièrement cité, mais j'ai pas trouvé de documents de synthèse pour des préconisations sur la prune bio. Donc, on trouve voilà souvent Reine-Claude Quetch. Je vous renvoie aussi à ce document, donc fiche technique proposée par le FIBEL, qui propose de la même manière une sélection de variétés euh, avec un certain nombre de critères de sensibilité, de caractéristiques du fruit et d'affinité avec le porte-greffe. Donc vous trouverez ça aussi sur le diaporama ou sur le site du FIBEL. Donc il y a un certain nombre de variétés aussi qui sont régulièrement trouvées en France. Et donc on peut compléter aussi avec cette fiche technique du CTIFL qui date un peu hein, de 2017, qui est pas spécifique au bio, mais qui montre aussi la diversité des prunes de table en France avec leurs quelques caractéristiques euh, organoleptiques ou de critères agronomiques. Concernant l'abricot ou la pêche, on a une diversité variétale un peu plus forte. On a une sélection, une création variétale qui est un peu plus développée depuis 20-30 ans par notamment des obtenteurs privés. Il y a eu pas mal de sociétés qui se sont créées et qui ont entrepris la création variétale en abricot, en pêche, hein, donc en France, mais aussi en Europe globalement. Donc on a aujourd'hui en abricot notamment pas mal de variétés différentes, hein, de quoi s'y perdre, avec un intérêt assez esthétique pour des abricots de plus en plus rouges, de plus en plus gros et de plus en plus rouges, comme vous pouvez le voir. Et donc des fois au détriment aussi de qualité de rusticité, notamment vis-à-vis du Monilia sur fleur. Donc on a quand même quelques variétés qui s'en sortent un peu mieux en termes
d'adaptation à l'agriculture biologique, hein, comme les variétés que vous voyez dans ce tableau. Je vais pas toutes les citer. On a fait, puisqu'il y a quand même une grosse variabilité dans ces variétés, on a fait des travaux d'observation de vieilles variétés comparées à des nouvelles variétés qui avaient été créées. Donc on a diffusé ça, c'est des travaux qui remontent déjà un petit peu. Et vous voyez donc dans le tableau la grosse variabilité entre une variété Bacour qui est une variété d'Afrique du Nord, mais qui est très peu charnue, très peu appétante, mais pour le coup qui a des gènes de tolérance à la moniliose qui sont très intéressants. Et vous voyez à l'inverse d'autres variétés qui peuvent être très sensibles au monilia sur fleur, hein, ce que vous voyez en photo, qui est le premier risque sur abricot qui se passe au moment de la floraison, donc en ce moment chez nous en Provence. Voilà, si vous avez la chance d'avoir un peu de pluie et la malchance que ça tombe sur la fleur, vous avez de fortes chances d'avoir ces dégâts sur abricotier. Donc, grosse hétérogénéité. Évidemment, toutes les variétés ne sont pas tolérantes toutes les maladies, notamment. Il y a des travaux aussi qui ont été faits sur rouille, comme vous voyez sur la gauche, et sur tablure de l'abricot. Et donc, voilà, avec un gradient aussi de sensibilité qui peut être assez fort. Et vous voyez par exemple le cas d'Argrande dans le tableau de gauche qui est assez peu sensible à la rouille et qui à l'inverse pour la tablure se retrouve parmi les plus sensibles. Donc bien sûr il y a pas toujours la variété parfaite en fonction des pathogènes, mais il faut dire que la rouille apparaît quand même sur des vergers qui sont très peu traités, donc c'est vrai que si vous faites un cuivre ou un autre fongicide pour le Monilia notamment, ça allège déjà fortement la pression de rouille qui arrive un peu plus tard en été. Et de la même manière, des dégâts de tablure, comme on le voit sur la droite, peuvent être rédhibitoires pour du circuit long. Par contre, en circuit court, c'est pas du tout problématique, hein, ça déclasse pas du tout les fruits puisqu'il y a c'est uniquement esthétique et il n'y a pas d'impact sur le fruit lui-même ou sur son goût. Donc, on est vraiment sur des problématiques qui sont moins importantes que le Monilia sur fleur, bien sûr. Vous pourrez également aller consulter une sorte de base de données et d'outils d'aide au choix qui a été proposé par le CTIFL, justement, avec toutes les variétés disponibles pour le conventionnel et également variétés en bio. Donc, vous pouvez classer selon des critères de recherche, justement, Monica sur fleur ou autres, croisés avec le rendement, avec des retours de producteurs. Donc, vous aurez le lien dans une diapo un peu plus loin et puis des fiches techniques qui sont proposées aussi pour un ensemble de variétés. Vous trouverez aussi un calendrier des maturités, donc pour l'ensemble ou une bonne partie des variétés d'abricots, et puis celles qui sont un peu plus conseillées, donc en vert dans la liste. Donc, ce qui vous permet aussi, en fonction de la taille du verger d'abricotier que vous voulez, si vous voulez plusieurs variétés, d'échelonner un peu les maturités pour pas vous retrouver avec toutes les variétés au même moment. Voilà. Concernant la pêche, là aussi grosse diversité, hein, puisque la création fruitière en pêche comme en abricot est relativement courte, on va dire, et plus facile pour des raisons de génétique. Donc il y a aussi une dynamique de création assez forte de la part d'obtenteurs privés, avec peut-être une base génétique, c'est-à-dire des parents qui sont souvent originaires du même endroit, donc de
de matériel qui est souvent d'origine américaine. Donc, on retrouve aujourd'hui dans les variétés, les nouvelles variétés de pêche ou de nectarine, souvent des variétés qui sont très proches de leurs parents et donc qui sont pas toujours des pêches très adaptées à la bio, puisque les critères pour ces détenteurs privés sont pas forcément des critères de rusticité, mais plutôt de rendement, de calibre, de couleur, encore une fois. Donc au détriment justement de critères plus importants pour les bio de rusticité, puisque sur pêche notamment, vous savez que c'est peut-être l'espèce qui a le plus de maladies, de ravageurs. Donc on dit souvent que le pêcher en bio, c'est très difficile à faire. C'est vrai que c'est difficile si on choisit une variété sensible. Si on choisit une variété bien adaptée à la bio, ça peut être une espèce relativement facile. D'autant plus que vous ciblez du circuit court, donc vous êtes vous êtes moins contraint par des aspects de calibre ou d'aspects esthétiques parfaits, etc. Donc vous voyez un peu dans ce tableau également quelques variétés qui reviennent régulièrement, des variétés traditionnellement trouvées en France, qu'on trouve encore chez des pépiniéristes bio notamment, donc Reine des Vergers, Belle de Montélimar, on retrouve Bénédicte aussi qui revient assez régulièrement. Vous voyez également quelques travaux qui ont quelque temps, qui montrent un peu sur plusieurs années de suite des suivis vis-à-vis de la cloque. Donc vous voyez sur le matériel américain, donc White Earth, Summer Lady, Royal Majestic, Royal Pride, des sensibilités régulièrement importantes. Et vous voyez tout en haut et tout en bas, Reine des Vergers, Belle de Montélimar, Bénédicte, sur plusieurs années qui se comportent relativement mieux, notamment vis-à-vis de la cloque, qui est une des principales maladies sur pêcher. Voilà, une fois qu'on a déjà une variété bien adaptée à la cloque, on a déjà fait une bonne partie du boulot. Un petit ajout pour dire que la variété fait pas tout, hein, je vous apprends rien, mais c'est effectivement une brique très importante dans le choix de son matériel végétal. Mais des travaux montrent aussi que c'est très lié, c'est très lié à d'autres pratiques. Et là, ce travail montre que vous pouvez avoir un taux de monilia sur fruit qui est très différent selon que vous travaillez le sol sur le rang ou selon que vous maintenez un enherbement total. Donc on s'écarte un peu de problématiques de choix de la variété, mais je trouve intéressant de montrer quand même qu'on peut avoir des pratiques a priori indépendantes, mais qui vont avoir un fort impact aussi sur le développement du monilia. Et donc le travail du sol, l'hypothèse en fait autour de ce travail, c'est que le travail du sol favorise une infiltration de l'eau de pluie ou de l'eau d'irrigation plus rapide et des grossissements du fruit qui vont se faire de façon plus par à-coup. Et ce grossissement du fruit par à-coup peut occasionner des micro-fissures à la surface du fruit. Et ces micro-fissures sont des portes d'entrée pour le sport de Monilia. Donc, c'était des observations de producteurs hein, qui voyaient des comportements différents entre des vergers complètement enherbés et des vergers travaillés. Et effectivement, on montre des différentiels qui peuvent être assez importants. Donc, voilà, tout se tient un peu dans un verger entre des pratiques d'irrigation, de fertilisation, de taille de l'arbre, etc., quoi. En plus du choix variétal. Sur une partie porte-greffe pour les fruits à noyaux. Donc, bon, porte-greffe, je vous ferai pas l'affront de vous préciser ce que c'est, mais effectivement, c'est une partie importante du choix pour son verger en fonction de son système de culture. Et on peut arriver donc à des situations assez différentes, comme vous le voyez sur la droite, en termes de verger, de vigueur et de gestion technique de l'arbre.
Pour donc les critères de sélection des porte-greffes, donc on va surtout avoir des critères de vigueur selon le type de verger que vous allez souhaiter, hein, verger piéton, verger demi-tige ou verger de plein vent. Donc la vigueur va être déterminante, l'adaptation au type de sol, puisqu'il y a aussi une diversité de, de types de sol, de profondeur, d'hydromorphisme, c'est-à-dire de capacité du sol à retenir l'eau et donc à asphyxier un peu les systèmes racinaires. Donc c'est un critère important. Le taux de calcaire actif également. Euh, un autre critère peut être la capacité du porte-greffe à tamponner un peu les écarts de production de la variété. Et puis d'autres critères supplémentaires, donc de meilleure adaptation aux différents bioagresseurs, adaptation au changement climatique, notamment en termes de sécheresse en Europe du Sud, compatibilité avec la variété, adaptation aux conditions sèches et adaptation au type de sol. Donc sur cerisier, là j'ai pour les porte-greffes, j'ai repris des tableaux qu'on avait fait dans un travail précédent pour le choix de fruitiers en situation agroforestière, mais on retrouve souvent des choix qui sont valables pour des parcelles en production fruitière classique. Donc voilà les porte-greffes qui sont classiquement recommandés aujourd'hui en cerisier pour le bio. On va trouver donc Maxima 14 et Maxima 60 qui est un peu plus vigoureux. Avec là aussi vous trouverez quelques caractéristiques générales et notamment des préconisations d'espacement qui sont souvent importantes pour concevoir son verger, pour éviter de planter trop serré comme on a souvent tendance à le faire. On pourrait rajouter Gisela 5 comme porte-greffe cerisier aussi dans le choix, qui a un niveau de porte-greffe sensiblement similaire. Et on va écarter donc des porte-greffes trop faibles comme Tabel et Dabrise notamment, qui est intéressant pour faire un verger piéton, mais qui se retrouve souvent avec beaucoup de pucerons noirs qui est vite ingérable en agriculture bio. Et puis d'autres porte-greffes aussi qui peuvent être trop vigoureux et difficiles à gérer pour un verger de cerisier. Sur abricot, on a là aussi un choix un peu plus important en porte-greffe, donc des porte-greffes de pêcher, de prunier ou d'amandier, avec des niveaux de vigueur aussi étalés. Et puis vous voyez des caractéristiques pour le type de sol, pour les espacements propres à chaque porte-greffe. Donc il y a voilà, il y en a un certain nombre en fonction notamment de la vigueur et de la hauteur du verger que vous souhaitez. Voilà, il y a une palette de porte-greffes. Disons la gamme ne permet pas une grosse diversité en termes de verger, autant que sur pommier par exemple, mais il y a quand même une diversité de porte-greffes adaptés aux différentes situations. Sur pêcher, pardon, là on passe sur prunier, il y a aussi une diversité de porte-greffes assez importante. Là on en a 6. Il en existe d'autres, mais voilà, on a retenu cela pour l'agriculture bio, avec aussi des niveaux de vigueur différents. Voilà, donc j'ai une barre en fait en haut de l'écran, j'arrive pas à tout lire. Donc Jatspi, Ishtara, Saint-Julien, et puis des semis de prunier ou abricotier.
Voilà. Et sur pêcher, là aussi, on en a quatre principaux. Donc, ils sont encore assez courants. Donc, GF 305, GF 677, le Cadamant aussi, et puis le Julior aussi qui est retrouvé souvent chez les pépiniéristes. Donc, si vous devez planter des fruitiers à noyaux, il faut vous assurer quand même que le pépiniériste avec qui vous travaillez ou avec qui vous souhaitez travailler euh, a la variété qui vous intéresse et le porte-greffe qui vous convient aussi pour votre terrain. Et c'est mieux d'anticiper le plus possible, hein. Je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais d'anticiper le plus possible ces choix pour planter, pour éviter qu'un pépiniériste vous impose un peu ce qu'il a en magasin. Donc c'est plutôt à vous de faire votre sélection en s'appuyant bon, bah, sur ces documents, sur des échanges avec d'autres producteurs. Et puis, c'est mieux que ce soit vous qui imposiez votre choix aux pépiniéristes avec qui vous souhaitez travailler, quoi, pour éviter d'avoir des déconvenus ensuite au verger. J'ai laissé cette diapositive aussi qui présente donc bah, le tableau que Radek avait proposé, qui présente d'autres porte-greffes notamment pour prunier ou pêcher, donc des porte-greffes qui sont diffusés un peu plus en Europe de l'Est, mais qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en France. Donc je les ai laissés pour avis, mais voilà, ça serait plutôt peut-être adapté à d'autres configurations ou peut-être difficile à trouver en France, en tout cas chez les pépiniéristes bio, quoi. Je sais pas si les plus gros pépiniéristes auraient tout ce matériel-là, quoi. Euh, L'association donc des variétés et des porte-greffes donc se fait donc en fonction de, comme ça a été un peu dit, hein, du climat local, du type de sol que vous avez localement, se fait en fonction donc du système de culture que vous allez cibler, hein, si vous visez un verger plus intensif. Ben, vous allez choisir des porte-greffes qui permettent une mise à fruit un peu plus rapide, qui permettent un travail facilité en gardant les pieds au sol. Euh, voilà, l'adaptation porte-greffe variété se fait beaucoup par échange en visitant des vergers et en discutant avec d'autres collègues producteurs et d'autres conseillers. Donc n'hésitez pas à aller voir des parcelles pour vous faire un avis si vous êtes en réflexion de plantation pour un verger de fruits à noyaux. On est en train de travailler également sur un outil en ligne parce qu'on est bien conscient que bah, le choix en arboriculture pour des non spécialistes, il est pas évident. Donc, on essaye de travailler pour des parcelles en agroforesterie sur un outil pour aider au choix en fonction des principaux critères techniques qui se posent. Donc, comme vous voyez sur la gauche, le risque de gelée tardive, le risque de sécheresse sur la parcelle, la profondeur de sol, l'hydromorphie du sol, le taux de calcaire actif, le niveau de pH, les espèces de fruitiers que le producteur veut planter. Et il y a d'autres questions en dessous. Et cet outil, avec un petit algorithme et beaucoup de données un peu expertes qu'on a essayé de regrouper, permet de proposer donc une liste à la fois d'espèces et de porte-greffes avec bah, une notation par code et par couleur pour essayer d'orienter le plus possible le choix de plantation et éviter des erreurs. Et bon, c'est surtout pour l'agroforesterie, c'est-à-dire que ça s'adresse à des maraîchers, à des céréaliers, à des éleveurs qui veulent intégrer des fruitiers dans leurs parcelles et qui évidemment n'y connaissent rien, n'ont pas beaucoup de temps. Donc c'est la vocation de cet outil, mais ça peut convenir aussi à des arboriculteurs, en tout cas
un premier temps. Et bien sûr, les réponses de l'outil doivent être confirmées derrière par d'autres arboriculteurs ou par un pépiniériste ou par un conseiller en arbo si vous en avez un avec qui vous pouvez partager ces informations. Je vous envoie également vers d'autres sources d'informations précieuses, hein, parce qu'on a parlé de variétés anciennes. Donc voilà, je voudrais mentionner notamment cet ouvrage assez complet de variétés du Sud-Ouest, mais qui ont été un peu diffusées pour certaines plus largement. Donc un travail assez complet, fouillé du patrimoine fruitier qui est quand même très large et justement pour éviter de perdre certaines variétés, il y a énormément d'informations, de dessins et de renseignements sur l'intérêt de ce patrimoine fruitier pour l'arboriculture de demain, notamment pour le circuit court quand même. Uh, for this book, sorry, I heard someone. Donc voilà, ça c'est aux éditions du Rouergue. Ah, ok. Je comprends maintenant, c'est une voix qui était enregistrée. Et je vous renvoie également vers ces liens additionnels, donc sur des listes variétales proposées par le FIBEL, vers le site internet donc proposé par le CTIFL dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'autres résultats sur la pêche proposés par Sudexpé. Et puis au Grabe, on avait fait il y a quelques années une compilation un peu des travaux sur la sensibilité des fruitiers qui vous donne un peu des résultats, notamment de variétés anciennes et de sensibilité vis-à-vis de maladies ou de ravageurs. Et puis, je vous renvoie aussi vers le site Fruinov, qui est un site où pas mal de variétés régionales du Sud-Est ont été évaluées euh, par Sophie Ondé, une collègue. Et donc, il y a aussi des fiches variétales qui présentent des sensibilités pour aider aussi au choix de variétés régionales du patrimoine fruitier. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie pour votre attention et on va pouvoir passer aux questions. Merci François pour la présentation. J'ai regroupé donc les quelques questions. Donc, on va faire un peu par thématique. Donc, déjà pour les cerises, quelqu'un demande quelle caractéristique ou sensibilité est apportée par l'allèle S dans le tableau des variétés, ce qui en fait n'est pas une sensibilité proprement dite. Ouais, ça je connais pas. J'ai vu ça dans le tableau. Je sais pas exactement à quel critère ça renvoie. Désolé. Moi, je me suis renseigné, j'avais pas l'info non plus. J'ai regardé entre-temps, ça concerne en fait surtout la pollinisation. C'est vraiment une question de allèle de pollinisation. Et donc, s'ils ont les deux allèles différentes, ils sont 100% compatibles au sein du verger. S'il y en a un qui est semblable, on a un taux de pollinisation moyen. Et s'ils sont avec des allèles semblables, on n'a pas une bonne pollinisation. Il faut ajouter d'autres espèces ou autres variétés, si jamais. J'ai regardé. Donc, c'est pas une Ok. question de sensibilité maladie ou Ouais. autre. Ensuite, ça passe à l'abricot. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir le lien vers les tableaux concernant les sensibilités? Ça, je sais pas en fait, si peut-être l'écran affiché était trop. Si on voyait pas s'il y a déjà la source sur le tableau. C'était le tableau des travaux du CTIFL. Ça devait être le premier sur les sensibilités. Je sais pas si tu peux remettre Ouais. à tout hasard. Ça, c'était, je pense, ouais, peut-être les travaux. Ces travaux-là, peut-être. Ça devait être là, il me semble. Ouais, ouais. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a la source qu'on la voit juste pas à la taille de l'écran ou s'il n'y a pas la source. Non, là, c'est pas mentionné, mais vous allez le trouver dans ce guide, le guide fruitier là, des sensibilités variétales. Vous allez trouver ces mêmes éléments d'information. Donc, dans l'avant-dernier lien, là. Et sinon, quelqu'un demande pour le nord de la Loire, quelle variété est-ce que tu conseillerais? En abricot, Mhm, toujours en abricot, ouais.
En abricot, c'est assez sensible quand même et risqué de choisir l'abricot au nord de la Loire pour des questions climatiques essentiellement. Donc, je sais pas s'il y a des variétés qui s'en sortiraient, qui fleuriraient assez tard pour éviter le gel. Plus l'humidité au printemps qui quand même pour l'instant est encore bon sauf cette année peut-être mais une humidité assez élevée donc ça veut dire risque monilia quand même potentiellement assez élevé donc je pense qu'effectivement on pourra envisager bon trouver du pêcher en région parisienne il y a quelques décennies hein, l'abricotier quand même est beaucoup plus fragile au moment de la fleur donc je pense que dans quelques années on pourra l'envisager un peu plus mais aujourd'hui je dirais j'aurais pas la solution et la variété parfaite donc si certains veulent essayer je pense que c'est intéressant pour tout le monde que bah, qu'il y ait des pionniers qui fassent un choix de petite collection variétale pour essayer et pour voir justement comment ça se comporte. Mais j'ai pas de retour d'expérience au nord de la Loire à ma connaissance. Et puis quelqu'un qui demande au niveau terminologie, la variété d'abricot polonais, est-ce que c'est celle qu'on nomme noyau doux? Je sais pas si tu sais, Je pourrais pas vous dire. j'ai pas l'information non plus. Mm, Et puis quelqu'un qui demande par rapport aux données pour tous ces fruits, ils sont principalement sur variétés résistantes sous COV, mais est-ce qu'on peut trouver des informations comme ça sur variétés anciennes, les Euh, résistances, sensibilités? ouais, dans les comparaisons en abricot, notamment, je crois pas qu'il y ait que des variétés sous COV, hein, il y a aussi des variétés dites anciennes. Voilà, dans la liste, hein, si on regarde le tableau le tableau des maturités de CTIFL, il y a des variétés comme Orangé de Provence, Bergeron, Arogem qui n'ont pas de COV. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup parce que ben, c'est beaucoup une création qui s'est privatisée depuis quelques années, mais on trouve encore des variétés traditionnelles sans COV. Ouais. Puis ensuite, concernant la pêche, quelqu'un qui demande qu'est-ce qu'il en est de la pêche de vigne? Est-ce qu'elle fait bon ménage avec? Un peu. Avec Avec la vigne, justement. C'est vrai qu'on n'en euh, parlait pas spécifiquement, mais oui, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de pêche de vigne. Elle était traditionnellement associée à la vigne, mais c'était pas, il me semble, pour des raisons écologiques mais c'était plus pour des raisons de consommation locale, vivrière, on va dire, pour les travailleurs de la vigne. C'était c'est des variétés pêche de vigne qui se ressèment très facilement, qui ont une variabilité génétique assez réduite, c'est-à-dire que si vous semez un noyau, vous risquez d'avoir une variété de pêche de vigne qui va être sensiblement proche, ce qui n'est pas le cas pour une pêche classique, ce qui fait que bah, quand on enterrait un noyau de pêche de vigne, assez facilement, on obtenait un arbre et des fruits valables, euh, pas forcément commercialisables, mais bah, intéressants pour la consommation, l'autoconsommation. C'est c'est pour ça que la pêche de vigne s'est pas mal développée. Elle est assez rustique et donc elle a aussi son intérêt pour du marché de niche aujourd'hui, mais elle a pas, à ma connaissance, d'atouts particuliers à être associée à la vigne. et puis par rapport aux pêches, toujours, il y a quelqu'un qui demande si ce qui a été dit jusqu'à maintenant sur le pêcher est applicable aussi aux brugnons et nectarines, si ça fait référence aussi. En termes Ce de qui a été choix dit, variétal, ouais, un choix variétal ou autre. Mhm. là, à ma connaissance, c'était surtout une sélection de pêche jaune ou pêche blanche. Euh, je dirais que la sensibilité variétale est quand même plus forte pour les brugnons, les nectarines qui n'ont pas de poils, qui les exposent un peu plus à des attaques, notamment d'escargots de limaces qui peuvent être problématiques en verger
en verger bio, qui sont enherbés, qui sont un peu plus euh, visités par les gastéropodes. Donc on peut plus vite avoir des dégâts et d'escargots de limaces. Et voilà, globalement, je pense que pour un verger en pêcher un peu plus rustique, on va plutôt s'orienter vers pêche jaune, pêche blanche que nectarine, quoi. Ce qui n'empêche pas d'avoir aussi dans les nectarines une variabilité de sensibilité, mais j'ai pas de variété à préconiser en bio pour les nectarines, quoi. Et ensuite, ça passe sur les porte-greffes, mais tu as répondu, je pense, à la question. Je sais pas s'il y avait plus de détails à donner, mais qu'est-ce qu'il en est de Gilles 5 ou 6 pour les cerises, même si tu disais qu'en France, peut-être plus compliqué de s'en procurer, mais je sais pas si tu as besoin de compléter quelque chose. La question est venue avant, donc je pense que ça a été répondu, sauf si tu veux. Ouais. Nous, on avait choisi les Maxma pour, dans le tableau que j'ai montré, pour des situations en agroforesterie, mais c'est vrai en verger classique, on trouve aussi assez fréquemment Gisela 5. Le 6, je saurais plus te dire, mais effectivement, les Gisela font aujourd'hui partie des porte-greffes assez diffusés depuis 10-15 ans maintenant. Et il y a quelques questions qui sont rajoutées sur le chat, qui sont des fois un peu générales. En cas de remplacement d'un arbre à noyau par un autre arbre à noyau, peut-on le planter au même endroit? Euh, Ça dépend, je dirais, pourquoi vous avez retiré l'arbre, s'il y a eu un dégât de verticilliose, d'armilière, qui est un champignon du sol, ou de campagnol peut-être, voilà, replanter au même endroit, la même espèce, ou un porte-greffe proche, vous risquez peut-être d'avoir le même type de dégâts. Bon, c'est pas systématique, mais c'est vrai que les fruits à noyaux peuvent être assez sensibles à la verticilliose, par exemple. Donc oui, il peut y avoir un risque. Donc l'idéal, c'est peut-être d'attendre quelques années pour replanter, et peut-être pas immédiatement, quoi. Et puis pour les différentes espèces de fruits à noyaux, est-il possible de préciser les porte-greffes les plus adaptés aux gelées tardives? Idem pour les variétés, existe-t-il un calendrier de floraison pour favoriser les espèces à floraison tardive? Euh, Porte-greffe, je sais pas si on va. Je suis pas sûr que le porte-greffe influe de façon très marquée la floraison de la variété. Par contre, oui, les calendriers de floraison des variétés, oui, on doit pouvoir trouver les tableaux. Je les ai pas cherchés et intégrés effectivement, mais on doit avoir, oui, les époques de floraison pour ces variétés-là. Je peux essayer de me renseigner pour voir où trouver ça. Mais dans les fiches variétales, effectivement, vous trouverez l'information sur la période de floraison pour essayer, effectivement, selon les risques de gel, pour essayer de choisir les variétés qui fleurissent le plus tard. Et quelqu'un qui demande comment trouver les pépiniéristes bio qui travaillent sur la rusticité dans le sud de la France. Est-ce qu'il y a un annuaire spécifique pour ça ou pas? Alors, je ne sais pas s'ils travaillent la rusticité précisément, mais ils ont effectivement un catalogue variétal assez large en termes de porte-greffes et de variétés, parce qu'en général, ceux qui sont en bio font des petites quantités de chaque variété. Par contre, ils ont un catalogue un peu plus important. Ils travaillent un peu plus pour les jardiniers, les amateurs, mais aussi pour des professionnels. Donc, il leur faut une gamme variétale assez importante. Donc, je vais vous envoyer le lien euh, des pépiniéristes fruitiers. Je suis en train de le chercher en même temps, qui sont en bio au niveau national. Et je vais vous mettre ça dans le chat. Ah, quelqu'un a mis aussi par rapport aux pépiniéristes, quelqu'un a mis dans le chat une liste
Parce que quelqu'un demande aussi les pépiniéristes qui proposent des plants issus de semis. Alors, je pense que là, c'est répondu. Euh, non, l'intérêt de plants issus de semis, c'est de le faire sur place, donc de pas trop déplacer les plants après pour éviter de casser le système racinaire. Donc ça, c'est une option effectivement, hein, si vous n'êtes pas trop pressé, parce que ça va demander un peu plus de temps, mais ça va vous permettre d'avoir des plants très adaptés à votre terrain, très adaptés à des conditions plus sèches, donc de réduction d'eau. Euh, mais aujourd'hui, l'essentiel des pépiniéristes travaillent sur des porte-greffes et du greffage sur place et dormant, quoi, pour ensuite vendre des sions de 2 ou 3 ans, quoi. Donc, dans le lien que je vous ai partagé, là, vous avez la liste classée par département des pépiniéristes qui proposent des plants en bio. Voilà, avec pour certains un catalogue assez étoffé et pour d'autres une activité qui est plus récente et pas forcément toute l'offre disponible chez eux. Donc des fois, selon le choix si vous décidez de vos variétés, de vos porte-greffes, il est pas rare qu'il faille frapper à la porte de plusieurs pépiniéristes pour trouver tout ce que vous voulez, quoi. Il y a quelqu'un qui demande pour la région Bretagne s'il vaut mieux privilégier les pruniers aux autres fruitiers à noyaux, que ce soit abricots, pêches, cerises. Je dirais oui. Le prunier, pour moi, c'est assez, euh, c'est assez paradoxal, mais il me semble que c'est le fruitier à noyau qui a la meilleure plasticité, c'est-à-dire qu'on peut trouver dans le Nord, bon, je suis originaire du Nord, mon oncle a des vergers de pruniers traditionnels depuis 50 ans, quoi, et on en trouve dans l'Est, la Mirabelle et la Quetch, etc. On en trouve dans l'Ouest aussi. Il y a une diversité génétique de la prune domestique, et je pense qu'effectivement, c'est une espèce qui a périclité et qui mérite vraiment sa place parce que je pense que le consommateur et demandeurs de prunes traditionnelles. Et donc, c'est vrai que je comprends pas bien pourquoi le verger de prunier a périclité comme ça. C'est pas forcément une espèce toujours très facile, mais à partir du moment où on choisit une variété adaptée, voilà, la conduite du verger, elle est quand même grandement facilitée. Donc oui, j'encourage moi à faire des essais sur prunier. Alors pas la prune américano-japonaise, hein, qui est vraiment une prune qui a le seul intérêt de faire du rendement, mais aucun intérêt gustatif, très sensible, etc. Mais voilà, prune domestique, sans parler du pruneau, bien sûr, qui conserve d'autres variétés de prunes dentes qui sont réservées au séchage, quoi. On arrive gentiment au bout. On a encore une question qui est posée concernant la recherche. Où en est la recherche pour les nouvelles variétés adaptées à la bio pour les années à venir, surtout en pêche et abricots? Pardon, est-ce que tu peux répéter? Où est-ce qu'on est la recherche pour les prochaines variétés bio pour la pêche et l'abricot? Est-ce qu'on aura bientôt des nouvelles variétés? Euh, ça, ça, c'est les deux espèces qui sont les plus dynamiques, on va dire, en création fruitière. Donc, chaque année, des stations font des présentations variétales. Alors, comme je disais, c'est souvent des variétés qui se ressemblent, euh, mais des petits obtenteurs comme ASF en France ou Cote internationale ont pris en compte aujourd'hui, depuis quelques années, des nouveaux critères de sensibilité au monilia, de sensibilité au gel, de sensibilité à la cloque pour le pêcher. Et donc aujourd'hui, ils intègrent ces critères-là dans leur création variétale, dans leur cahier des charges, on va dire. Et donc effectivement, on peut attendre assez rapidement des variétés qui seront adaptées à la bio, plus adaptées. On travaille aussi avec le FIBEL, avec l'INRA et d'autres partenaires européens sur un projet de recherche européen qui s'appelle InnoBreed, qui a démarré l'année dernière, mais qui vise justement
à mieux prendre en compte les critères prioritaires en bio pour créer des variétés plus adaptées. Donc oui, on a quand même des espoirs, notamment en abricot-pêche où la création, encore une fois, va beaucoup plus vite qu'en pomme-poire. Après, voilà, il faut pas oublier le patrimoine fruitier, hein. Si vous êtes, on dit souvent les variétés anciennes, elles sont globalement plus rustiques, mais elles sont globalement moins productives. C'est pas faux, mais si vous êtes sur un verger en circuit court, les variétés anciennes, traditionnelles, ont vraiment leur place. Si vous êtes sur un verger effectivement plus intensif, circuit lent, bon, elles sont elles auront moins pertinentes, quoi. Et je prends une toute dernière question qui vient de tomber, après ce sera la dernière. Est-ce qu'il vaut mieux, c'est plutôt une question technique ou d'aspect agro-environnemental, est-ce qu'il vaut mieux un petit verger mixte avec quelques pommiers, poiriers et pruniers ou un petit verger d'une vingtaine maximum d'arbres? Question gestion des maladies, ravageurs, taille, une question plutôt de système. Un verger avec 20 arbres d'une seule espèce. Oui, ou alors de mixer pommiers, poiriers, pruniers. Bah, après, ça intègre vraiment des problématiques d'ordre social, c'est-à-dire quel temps vous y passez, quel marché vous visez. Si vous visez un marché local, donc vous allez préférer avoir une diversité de variétés de fruits et un calendrier de maturité un peu plus étalé. Donc c'est plus intéressant pour un marché, pour une AMAP, pour un magasin de producteurs. Forcément, ça demande un peu plus de compétences sur les trois espèces si vous en mettez trois. Et puis, pour chaque espèce, vous allez peut-être avoir deux ou trois variétés. Donc, il faudra petit à petit se familiariser avec chaque variété. Euh, mais c'est sûr que d'un point de vue régulation des maladies des ravageurs, plus vous allez diversifier votre parcelle, en théorie, plus vous allez limiter les dégâts de maladies de ravageurs, hein. Mais ça va être plus compliqué à gérer en termes d'organisation du travail. Alors, si c'est une parcelle de 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés, ça va. Mais si vous voulez faire 1 hectare, par exemple, avec trois espèces fruitières et deux ou trois variétés pour chaque espèce, ben, très vite, vous allez passer du temps à circuler dans le verger pour récolter tous les arbres de la même variété qui seront dispatchés. Voilà, c'est vraiment en fonction de l'ample, enfin de la taille du verger, du temps que vous avez, de vos compétences qu'il faut faire ces choix qui sont souvent des choix de compromis, hein. C'est-à-dire que souvent on aimerait bien mettre plein d'espèces différentes et puis il faut revenir sur des choses un peu rationnelles pour éviter de se faire dépasser. Merci pour les réponses. On a donc terminé avec ça. Donc, vous aurez un lien dans le chat pour faire un feedback sur la présentation que vous venez d'entendre et les autres y compris. Donc, n'hésitez pas à faire un retour, c'est toujours utile. Vous allez recevoir les présentations correspondantes. Et il y a quelqu'un qui demandait qu'il n'a pas pu suivre les 2 premiers jours. Est-ce qu'il peut recevoir les présentations? Je pense que l'idéal, c'est de vous adresser directement sur le site BioFruitNet, de regarder un contact directement là-bas. Et comme ça, ils vous enverront les liens correspondants. Oui, je pense que tout sera mis en ligne dans les prochaines semaines, oui. Mhm. Alors, merci à tous d'avoir suivi ces cours cette journée et puis tout bon pour la suite. Merci. Merci pour votre écoute. Au revoir. Au revoir.